bienvenue dans cet atelier. Vous voyez sur le plateau que nous sommes représentatifs d'une France métissée, de différents territoires, et puis aussi ayant différentes strates, provenant de différentes strates sociales et sociologiques. Nous avons notamment Shainise Kimouri, qui est présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et ancienne députée. Dominique Sopo, que vous connaissez toutes et tous, qui est président de SOS Racisme. Corinne Narasingui, ancienne députée de New York et numéro 2 du Parti socialiste en charge de la coordination. Dominique Potier, Frédéric Potier, autant pour moi. Oui. Frédéric Potier, ancien DILCRA, et travaille actuellement en tant qu'expert à la Fondation Jean Jaurès. Voilà. Donc, bienvenue. Nous allons aborder un sujet qui est assez redondant, mais néanmoins réel, puisque tout le monde partage le diagnostic autour des inégalités en France. On l'aborde soit via le prisme des discriminations, mais également autour des inégalités territoriales. Et le sujet de cet atelier que vous connaissez, c'est est-ce que la France se prive de ses talents? Alors déjà, on va se questionner, s'interroger sur ce qu'on entend par talent. Alors vous connaissez quelques labels relatifs aux talents des cités, mais il y a également des talents du monde de la ruralité. Et justement, ça met en exergue les différences et les inégalités territoriales. Et donc, nous allons déjà commencer par aborder le sujet de manière générale. Et chacun des 4 intervenants, pendant à peu près 10 minutes, vous exposera son prisme par rapport à ces inégalités. Et ensuite, nous ferons un tour en tout cas, un ping-pong avec vous. En tout cas, on va débattre avec vous autour de ces sujets. Alors, je vais laisser Shainise commencer par rapport à sa vision. Ah, d'accord, ok. Donc, Shainise Kirouni, je vais juste préciser, je sais que j'ai un nom un petit peu compliqué à prononcer. Peut-être avant de démarrer, d'autant que ça fait le lien avec la précédente conférence, enfin le précédent atelier, puisqu'on était dans la question de l'inclusion et de la place des personnes en situation de handicap. Et en fait, quand on évoque est-ce que la France se prive d'une partie de ses talents, on verra que c'est quand même un vaste sujet. J'ai prévu d'intervenir plutôt sur le volet emploi-formation. Alors, à la fois à plusieurs titres. Alors aujourd'hui, dans le cadre de mon mandat nouvellement élu de président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mais également en tant que élue locale et présidente jusqu'à dans un mois à peu près, puisque je lâche aussi un certain nombre de délégations, mais de présidente de la mission de l'emploi et de la maison de l'emploi du Grand Nancy. Et puis également, je ferai référence à mon parcours professionnel. Et bien évidemment, tu l'as évoqué Myriam, forcément, il y a aussi en miroir mon parcours personnel. Peut-être sur la question des inégalités et d'un diagnostic sans vous noyer dans les chiffres, concernant notamment les jeunes et le taux de chômage. Alors globalement, le taux de chômage est plutôt élevé en France, il est un petit peu moins de 10%, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jeunes, alors là, je globalise, hein, c'est pas bien de globaliser parce qu'on va regarder dans ces jeunes, il y a plusieurs diversités de parcours et de formation, mais globalement, les jeunes ont un taux de chômage de l'ordre de à peu près 25%. 25%, et il faut savoir que quand on va plus loin dans les strates, c'est que les jeunes sans diplôme ont un taux de chômage encore plus élevé. Et quand on évoque la question territoriale, notamment des jeunes dans les quartiers QPV et dans les territoires ruraux, il n'y a pas que la question des QPV, on peut atteindre des taux de chômage de l'ordre de 35, 40, voire 50%. Ensuite, on a une particularité dans les territoires ruraux, c'est que non seulement le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé, mais celui des femmes est 2 fois plus élevé. On a une véritable problématique d'insertion professionnelle des femmes dans les territoires ruraux. Voilà, c'était quelques éléments de chiffres, j'en donnerai pas plus
pour vous évoquer justement cette problématique. Alors, sur la question peut-être de l'insertion et de la formation des jeunes, emploi-formation des jeunes. Donc, on a, je pense, une difficulté, et notamment les entreprises, si on évoque les entreprises et l'emploi, à faire confiance aux jeunes. C'est-à-dire que non seulement quand le jeune arrive sur le marché du travail, avant d'avoir un premier emploi pérenne, CDI, il lui faut au moins 2 ans à peu près de recherche d'emploi ou de succession de CDD. Et le pire, c'est que souvent, les entreprises proposent, plutôt que proposer directement un contrat, on propose un stage. Et en fait, les stages deviennent des sas d'entrée dans la vie professionnelle. Alors on leur propose un stage en leur disant écoute, ça sera une espèce de période d'essai. Mais non, un stage, c'est une formation. Quand on termine sa formation, on a un diplôme. Pour ceux, bien évidemment, qui font une formation, ils ont un diplôme. Et ensuite, on arrive directement dans la vie active. Et je ferai référence à la proposition de loi qui a été votée durant le dernier quinquennat sous Hollande, que j'ai portée, donc une proposition de loi stage pour améliorer justement l'insertion des jeunes et l'encadrement des stages et éviter les abus, puisqu'on avait des conventions de stage pour des jeunes qui avaient terminé leur formation. Donc je pense qu'il y a une problématique de faire confiance aux jeunes et de valoriser leur expérience, leur talent, leur dynamisme, et pas uniquement une durée d'années d'expérience. Il faut valoriser aussi toutes les expériences. Quand on fait du bénévolat, quand on a des petits boulots d'été, quand on fait de l'animation, quand on garde des gamins, c'est aussi une manière de démontrer une implication, une motivation. On a une problématique, si je reste dans ces jeunes diplômés, c'est que les territoires ne savent pas les garder. Nous, je suis donc issue d'un territoire transfrontalier. On a à Nancy une belle université, de belles formations, de belles écoles. On forme les jeunes et on n'arrive pas à les garder sur nos territoires. Alors, nous, on a une aspiration vers le nord, vers le Luxembourg, pour des questions notamment de rémunération, mais je pense pas uniquement de rémunération, parce qu'on ne sait pas, sur nos territoires, travailler à une passerelle et un parcours pour que les entreprises, au bout de la formation, le jeune a déjà un pré-emploi, il est pré-embauché. Et puis peut-être, je suis peut-être un peu longue, non, ça va? D'accord, je continue. 1 ou 2 minutes. Et puis, je voudrais revenir justement au sans diplôme, parce qu'on évoque, c'est ce que je disais, globalement la problématique des diplômés et de l'insertion des diplômés, mais il faut savoir qu'elle est encore plus difficile et elle est encore plus forte pour les personnes issues de milieux sociaux défavorisés, pour les personnes issues de certains territoires, donc, comme les quartiers, comme les territoires ruraux, qui, vous le savez, envoient 50, 100, Dominique, de toute façon, doit bien connaître le sujet, notamment sur la question des CV, de la discrimination, il en parlera, donc je ne le développe pas, mais au bout de 100 CV, soit on a des refus, soit on n'a même pas de réponse. Et donc, il y a une nécessité de lutter contre des représentations et cette absence de valorisation de compétences, de talents dans nos territoires. Et souvent, pour pallier à ces difficultés, qu'est-ce que font les jeunes, et notamment dans les quartiers? Ils créent leur propre entreprise. Ça leur permet de créer leur propre emploi. Là, on fait sauter, entre guillemets, le verrou de la discrimination en s'auto-employant. Et enfin, je voudrais évoquer la question peut-être des femmes, puisqu'on a dans la mobilité, la représentation dans des directions d'entreprise, une absence de femmes, pour X raisons, des freins que l'on se met soi-même, de dévalorisation de ses compétences. Oh, je ne saurais pas faire, c'est pas pour moi. Et puis, d'articulation entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Et pour lesquels aujourd'hui, mais j'imagine qu'on y reviendra peut-être dans un deuxième tour de table, sur des solutions, des propositions. Et je terminerai enfin sur la représentation démocratique, puisqu'on évoque la question, c'est est-ce que la France
se prive d'une partie de ses talents. Oui, sur la question de la représentation, de la démocratie, à l'Assemblée nationale, dans nos collectivités locales, à la tête de nos collectivités locales. Oui, on a une problématique de place des femmes et de nécessité de lever ces freins. Et sur la représentation, je tire le fil. C'est aussi la question de la représentation de la diversité et la question, je suis désolée de revenir là-dessus, du droit de vote des étrangers aux élections locales. Ça doit être notre priorité réellement. Voilà, sur ce premier tour d'intervention. Merci. Alors, sur justement le premier diagnostic qui a été effectué, ce qui serait intéressant, c'est justement de passer la parole à Frédéric Potier pour qu'il nous fasse part notamment de dispositifs qui avaient été mis en place par l'État au cœur de ta mission à la DILCRA, et puis pour ensuite formuler quelques propositions, le cas échéant. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je vais prendre ma casquette d'ancien haut fonctionnaire et ancien délégué interministériel, parce que ce sera assez complémentaire je pense avec ce qui sera dit par les uns et par les autres. Et d'abord cette question telle qu'elle est formulée, je pense qu'elle renvoie évidemment à la question des discriminations. Discrimination économique, discrimination sociale, discrimination politique. Et je crois qu'il faut avoir peut-être la modestie, la lucidité de dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà. Il ne faut pas laisser entendre qu'il y aurait une table complètement vierge et qu'on pourrait comme ça inventer des dispositifs. Et dans les choses qui existent, alors d'abord il y a des choses qui ont été faites lors de la précédente législature. Tu étais député. Moi j'avais aidé Erika Baretz, quand elle était ministre de l'Outre-mer, à porter une loi sur l'égalité réelle Outre-mer. Hélène Geoffroy aussi avait porté une loi qui avait permis d'ajouter un 25e critère de discrimination, qui était celui de l'adresse de résidence des personnes, des jeunes. Donc il y a des avancées tout au long des différentes années. Il y a aussi des autorités. Le défenseur des droits, c'est quand même une institution qui fait quand même beaucoup de choses, qui reçoit des milliers de saisines par an. Il y a l'Agence de la cohésion des territoires. Il y a la DILCRA que moi j'ai eu la chance de diriger avec des politiques publiques de lutte contre les discriminations anti-LGBT. Je salue Denis et tous les amis d'HES d'ailleurs qui sont là, parce que là aussi c'est une politique publique qui n'existe pas ailleurs, donc ça il faut le dire, il faut s'en féliciter. Et puis, on a aussi sous la main des études, des statistiques. On a souvent des débats sur les statistiques ethniques. Moi, je crois qu'on n'en a pas besoin. On voit très bien qui est discriminé, pourquoi. Il y a l'INSEE, il y a l'INED. À la Fondation Jean Jaurès, que je représente là-bas, il y a un petit stand, et on avait sorti une petite étude sur la discrimination des musulmans en France. Donc voilà, il n'y a pas de tabou. On arrive à savoir des choses, on arrive à avoir des enquêtes. Et puis on a aussi évidemment un secteur associatif qui est très mobilisé, très dense, avec Dominique Sopo que je salue et d'autres. Alors je dis qu'on a tout ça, mais on a quand même un sentiment qu'on fait du surplace, que ce sujet n'avance pas. Et donc j'ai essayé de me demander pourquoi. Moi je crois que d'abord on a un problème de pilotage au niveau de l'État, au niveau national. On a une politique qui est portée par des gens différents, alors parfois qui s'aiment, qui parfois se détestent entre les ministres. Ce qui ne rend pas la chose très, très visible. Je pense qu'au-delà de cette question de pilotage, on a un problème de moyens. Voilà, Dominique le sait, on passe notre temps à essayer d'obtenir des arbitrages pour aider les associations, pour aider les communes. Je salue le maire de Vitrolles qui est là-bas, Loïc, qui a fait beaucoup de choses dans sa commune. Et puis je crois que finalement, on a peut-être des politiques publiques aussi qui sont trop globales, et qui sont insuffisamment inscrites dans les territoires, et qu'on avait une table ronde à la FNESER sur la déconcentration. Je pense que cette politique-là, elle devrait être encore plus déconcentrée, être encore plus décentralisée, parce qu'au fond, c'est par ces petites actions d'associations qu'on parvient à faire reculer les préjugés et les stéréotypes. Alors, dernière petite partie que je voulais évoquer dans ce préambule, c'est maintenant que faire. La question de savoir si on se privait des talents, la réponse est oui. J'ai trouvé ce matin une note de France Stratégie, qui est un organisme d'État, qui rappelle que si on arrivait à supprimer toutes les discriminations, on ferait un bond de 7 à 14% de PIB. Donc c'est un truc du genre, 160 milliards. Donc en fait, je pense que cette question des discriminations, c'est pas un coût pour les politiques publiques, c'est un investissement. C'est quelque chose qui est rentable. Et ça, je pense qu'on l'a pas encore compris et que on en reste à une logique un peu de saupoudrage. On se dit, oh là c'est un peu chaud à tel endroit, donc on va mettre un petit peu plus, quelques milliers d'euros. Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'on devrait faire. Et peut-être pour donner deux pistes très concrètes. La première, c'est une idée qui est portée par une économiste qui s'appelle Marianne Valfort, qui travaille à l'OCDE, et qui propose d'instaurer un fonds d'expérimentation.
un fonds d'expérimentation d'1 à 2 millions d'euros par an qui permettrait d'aller aider des démarches, des initiatives, de les évaluer et éventuellement après d'essayer de les diffuser plus largement. Et donc je pense que cette démarche empirique, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à promouvoir. Je crois que ça a été repris, je crois, dans le projet. Et moi, je m'en félicite. Et la deuxième idée, ou la deuxième interrogation, c'est, je pense, en termes de politique publique, qu'il y a des zones qu'on couvre pas très bien. Je pense qu'on a des trous dans la raquette. Je pense notamment aux Outre-mer, qu'on connaît bien hein, avec Corinne. Je pense qu'on a beaucoup de dispositifs qui ne sont pas adaptés, avec des gens, des jeunes qui n'ont pas accès à tout ce qu'on devrait leur proposer. Et puis, je crois que tout ce qui est aussi ville moyenne, on a souvent des logiques de QPV, de banlieue, etc. On a souvent des logiques territoriales très rurales. Et je crois que sur cette zone-là, on n'est pas forcément très bon, quoi. La France des petites préfectures, et quand je dis petites préfectures, c'est pas honteux. Hein. Moi, je suis préfet, donc, et j'en viens en plus. Mais voilà, je pense que sur ces zones moyennes, qui ne sont pas dans les métropoles, qui ne sont pas dans les banlieues, je pense qu'on n'a pas des politiques publiques encore à la hauteur de ce qu'on devrait faire. Merci Frédéric. On va passer la parole à Corinne, que tu évoquais notamment l'OCDE. Il y a la question aussi de mépris et de panne d'ascenseur social, puisque maintenant, aujourd'hui, on doit attendre 6 générations pour avoir une certaine mobilité. Hein. Il y a un rapport de l'OCDE qui est aussi sorti. Et donc, Corinne, tu es implantée dans le 93, justement. Tu t'intéresses fortement aux questions sociales, aux questions de discrimination. Et je voulais on voudrait avoir ton avis, ton analyse sur cette thématique. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, sur la Seine-Saint-Denis, donc, qui est pour le coup une zone très, très urbaine, évidemment, il y a cette accumulation de problématiques qui sont à la fois liées à des discriminations, mais aussi à la reproduction sociale, des problèmes d'inégalité sociale, des problèmes qui s'accumulent, et où déjà dès l'école et ensuite au niveau de l'accès à l'emploi et à l'accès au logement, on voit toutes ces discriminations et ces inégalités économiques et sociales qui s'accumulent. Et donc, je vais dire en complémentarité de ce qu'a déjà dit Shaynès et Dominique, et Frédéric, pardon, décidément. Dominique, c'est par là, voilà. Il y a effectivement beaucoup de lois qui existent déjà. On a un cadre législatif qui est déjà très, très fort. La question, c'est plus comment est-ce qu'on rend la loi effective, comment est-ce qu'on applique des politiques publiques qui sont efficaces, et comment, dans la manière dont on conçoit ces problèmes d'accumulation entre discrimination et inégalité, et aussi regarder le fait que parfois, même sans faire partie d'une minorité, qu'elle soit visible ou pas, on subit des inégalités par son adresse, par l'endroit où on a grandi, que ce soit parce que ce soit dans un milieu rural ou parce que ce soit dans un milieu quartier politique de la ville, et donc quelle que soit sa couleur de peau. Je crois que toutes ces questions-là, c'est vraiment une question qui est une question de comment est-ce qu'aujourd'hui on embarque toute la société dans ces combats-là, et pas uniquement qu'on attende que tout vienne d'en haut, de lois magiques, de quelques personnes d'en haut qui arriveraient à résoudre le problème, parce qu'on a beaucoup trop pensé ça pendant très longtemps. Au Parti socialiste, et je vais aussi parler plus globalement du travail qu'on a fait au niveau du parti et du travail sur notre projet. Je crois que pendant très longtemps, on a eu un travers par rapport à ces questions qui était que vis-à-vis des questions de discrimination, on pensait qu'il suffisait d'affirmer les valeurs, d'affirmer notre combat universaliste, d'affirmer la lutte antiraciste, la lutte contre toutes les formes de discrimination, et puis à côté de mener des politiques essentiellement économiques et sociales. Et il y a un échec dans tout ça qu'il faut savoir reconnaître, qui est que d'une part, même si évidemment, et on continuait à le faire, et c'est absolument essentiel que nous, socialistes, continuions à le faire, il faut continuer à affirmer les valeurs, il faut continuer à définir ce qu'est l'universalisme et pourquoi c'est important que ce reste notre matrice. Ça ne peut pas suffire, il faut lutter contre de manière très pragmatique et très précise les discriminations dans la vie de tous les jours de manière très spécifique. Et parfois, les questions d'inégalité économique et sociale, on sait que les questions d'inégalité économique et sociale ne suffiront pas à résoudre les questions de discrimination. Ce n'est pas parce que demain, on aura le plein d'emploi que le racisme va disparaître en France. Donc, il faut traiter cette question en tant que telle, mais aussi
il faut aussi admettre que malgré toutes les politiques qu'on a pu mener, y compris en politique de la ville, on a eu pendant des décennies quand même une domination des doctrines libérales qui ont pénétré, y compris à une certaine époque, notre parti, et aussi une façon assez gestionnaire et technocratique de gérer certaines questions économiques et sociales, qui fait que en fait, on a laissé des inégalités se creuser, des inégalités économiques et sociales et des inégalités territoriales. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment, je crois, pouvoir marcher sur ces deux jambes-là et accepter qu'on doit regarder comment on pense à la fois des politiques publiques globales avec des stratégies nationales qui sont développées pour lier la question de la lutte contre les discriminations à la lutte contre les inégalités économiques et sociales, parce que tout ça, c'est la lutte contre les inégalités en général. C'est donner à chacun les moyens de s'émanciper, de choisir sa vie, justement de réaliser tous ses potentiels et tout son talent. Mais ça doit aussi effectivement pouvoir se décliner et trouver des solutions qui sont effectivement très locales pour qu'elles soient efficaces. Et c'est pour ça qu'au niveau du parti, on propose de créer... alors, on sait par exemple qu'on a créé dans le quinquennat précédent un droit à l'action de groupe contre les discriminations. Mais en réalité, on voit bien que c'est très compliqué à appliquer le droit, personne ne s'en sert. Et donc, il y a la question de comment est-ce qu'on renforce les moyens du défenseur des droits pour faciliter l'accès à l'exercice de ce droit pour pouvoir faire reculer les discriminations et condamner les personnes qui en sont coupables. Et de créer aussi, du coup, un parquet national qui soit spécialisé de ces questions-là et d'en faire vraiment un objet juridique avec des moyens, un objet de justice avec des moyens qui permettent de rendre ce droit effectif. On veut aussi créer un observatoire national de la lutte contre les discriminations qui permet, par exemple, de regarder des projets d'expérimentation et de pouvoir évaluer leur efficacité et de proposer ensuite éventuellement des généralisations ou des adaptations différentes selon des territoires. Et puis, il y a, et Shaina, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui se tournent vers l'auto-entrepreneuriat, y compris dans des situations de précarité extrême, parce que c'est le meilleur moyen finalement de contourner le problème de l'accès à l'emploi à cause de discrimination. Non seulement parce que des fois ces discriminations sont réelles, mais aussi parce que il y a aussi beaucoup de préjugés qu'on internalise sur le fait qu'on ne va pas pouvoir trouver du travail, et donc on se dit on va se débrouiller tout seul, et ça se voit beaucoup dans 93. Ça, c'est vraiment, dans la Seine-Saint-Denis, chez les jeunes, c'est vraiment flagrant. Et donc, ces questions-là aussi, quand on travaille sur la sécurisation, la lutte contre les inégalités, que ce soit sur l'accès à la formation, la sécurisation dans l'emploi, par rapport à tous ces métiers indépendants, quand on travaille sur la question de comment est-ce qu'on dynamise, on aide au développement entrepreneurial dans les petites entreprises, on aide aussi à lutter contre non seulement des inégalités économiques et sociales, mais aussi à lutter contre les discriminations. Je crois que c'est la question de la mixité sociale à l'école. C'est aussi une question qu'on aborde dans notre projet. C'est important d'avoir des propositions là-dessus, et on en a, mais il faut évidemment aussi le lier à des comportements qu'on a, et c'est pour ça qu'il faut interroger la société. Aujourd'hui, si on a un problème de mixité sociale, c'est aussi parce que il y a des ghettos qui se forment, mais c'est pas nécessairement parce que c'est des politiques d'urbanisme des villes, c'est aussi des choix de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il faut aussi savoir le reconnaître. C'est pour ça que c'est important d'engager un débat dans toute la société sur ces questions-là, et qu'on puisse aussi regarder dans ce qui se fait au niveau des associations. Et je laisserai Dominique, pour le coup, en parler tout à l'heure, mais aussi regarder ce qui se fait dans les entreprises, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui connaissent les chiffres du rapport de France Stratégie et qui savent qu'en fait, c'est un manque à gagner pour elles de ne pas prendre en compte la diversité des talents de notre pays.
elles le savent, en fait. C'est les entreprises qui sont un petit peu progressistes et qui sans être, il n'y a pas besoin d'être un chef d'entreprise de gauche, mais qui savent comprendre aussi que parfois ces questions politiques ont aussi un impact économique, y compris pour eux, et qui savent que quand on a une entreprise qui représente, où il y a la diversité aussi sociale et culturelle qui représente la société dans l'entreprise, ces entreprises-là sont plus dynamiques, fonctionnent mieux, que ce soit sur la représentativité des femmes, que ce soit sur la place des femmes, mais aussi que ce soit sur la place de la diversité sociale et culturelle de notre pays. Et donc, il y a des entreprises, surtout dans des grandes entreprises qui ont plus les moyens, mais des entreprises moyennes aussi, qui ont développé des chartes, qui ont développé donc des chartes de lutte contre les discriminations, qui ont développé des méthodes, par exemple, pour donner la priorité dans leur contrat avec des entreprises sous-traitantes à des entreprises qui sont dans certains quartiers, etc. Il y a des politiques volontaristes, et s'ils le font, c'est pas par philanthropisme. Hein. S'ils le font, c'est parce qu'ils y voient un intérêt économique. Et donc, ce message-là, c'est aussi ce message-là que nous, politiques, on doit aider à faire passer. On doit pouvoir être les liants et ceux qui organisent ce genre de débat et qui poussent à mettre en valeur les expériences qui fonctionnent bien pour encourager d'autres, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire par la loi et l'obligation. Il y a aussi beaucoup à faire par la stimulation et le fait d'engager un maximum d'acteurs associatifs et économiques dans ces problématiques-là, pour que ça puisse diffuser dans la société et être un problème dont tout le monde se saisit. Voilà. Merci. Donc, sur les stratégies de contournement, effectivement, ça a été évoqué. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi, justement, pour oser entreprendre. Et après, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, puisque un auto-entrepreneur n'est pas forcément riche. Hein. Il peut être ultra précaire, etc. Condamné à être parfois ubérisé pour pouvoir survivre. Et tout cela, ça joint un peu les questions d'éducation et de sensibilisation que fait notamment SOS Racisme, puisque non seulement les jeunes et moins jeunes qui sont en difficulté intègrent justement les stigmates, hein, donc ça atteint leur propre image d'eux-mêmes, leur capacité à se projeter dans l'avenir, etc. Et donc par rapport à ce que vous faites à SOS Racisme, ça peut être intéressant justement que vous reveniez, Dominique, sur les actions que vous proposez notamment dans les lycées, collèges, etc. Et puis la longue tradition que vous avez avec le Parti socialiste pour travailler main dans la main, pour sensibiliser et les militants et les élus, et puis aussi pour mener des actions, et c'était en justice, etc., etc. Alors, merci. Alors, effectivement, SOS Racisme mène des actions, alors spécifiquement, parce que c'est vrai que le thème, il est très large sur la question de est-ce que la France se prive de talent, puisque beaucoup de critères sont mobilisés. Nous, on est évidemment beaucoup plus spécialisés sur la question des discriminations raciales, le registre du racisme, même si, comme je le dis souvent, lorsqu'on est un militant pour l'égalité, un militant antiraciste, donc un militant pour l'égalité, on est aussi évidemment un militant sensible à la question du féminisme, à la question des haines anti-LGBT, à la question de l'handicapophobie, enfin à toutes les questions qui font qu'à un moment donné, des gens vont être traités différemment parce qu'ils seraient porteurs de tel ou tel critère qui vont être transformés en stigmates. Alors, d'abord, je tiens à dire que par rapport à cette logique, la question n'est pas simplement celle des talents. Il faut quand même rappeler que déjà, d'emblée, il y a un impératif moral, les gens doivent être traités à égale dignité. C'est le fondement, ou un des fondements essentiels de la devise républicaine, la question de l'égalité, indépendamment de savoir s'il y aurait des talents particuliers qui feraient que telle ou telle catégorie mériterait finalement d'être sauvée face aux inégalités qui les frappent. Il y a un impératif moral, c'est comme ça. La France a décidé, et fort heureusement, de fonder son lien social sur la question de l'égalité. C'est aussi un des héritages de la Révolution française, qui est un des beaux héritages, d'ailleurs, même s'il est sans doute plus ancien, mais peu importe. Mais en tout cas, politiquement, il faut le porter ainsi, et qu'il y a donc cet impératif moral. Alors ensuite, évidemment, si on est sur la question des discriminations et la question des talents dont on se priverait, il est évident que si on regarde la littérature économique, j'allais dire classique, a priori, il n'y a pas de discrimination à avoir, puisque de toute façon, une entreprise qui discriminerait
perdrait des profits, s'aliénerait des possibilités de profit et donc serait éliminé de la compétition économique. Et donc les libéraux diraient de toute façon, laissez faire le marché, il n'y aura pas de discrimination. Or, ce que l'on constate, c'est que, comme souvent d'ailleurs, le monde ne fonctionne pas tel que les libéraux le disent. Puisque malgré le fait que des entreprises peuvent se priver de profit, eh bien, il y a des comportements qui font qu'effectivement, des entreprises vont se priver de profit en traitant de façon désavantageuse des groupes et donc en faisant en sorte que, au poste X ou Y, ça n'est pas la personne la plus qualifiée qui va occuper ce poste. Et donc la personne la plus productive ou la personne la plus en situation de faire preuve d'innovation. Et donc il y a une problématique réellement de discrimination vis-à-vis de toute une série de groupes qui sont parfois d'ailleurs des discriminations, je ferai remarquer, qui ne sont pas tout le temps compensables par le fait d'envoyer des signaux positifs supplémentaires. C'est-à-dire que lorsqu'on est discriminé, on peut dire, bon voilà, si on est d'origine maghrébine, qu'on est discriminé, le fait d'avoir un critère en plus que les autres va permettre de compenser. Un exemple très simple, en matière de logement, si on est d'origine maghrébine, on va avoir plus de difficultés à trouver un logement. Bon, les études le montrent assez clairement, notamment dans les zones à tension, l'Île-de-France par exemple. Mais on peut penser qu'entre une personne d'origine maghrébine fonctionnaire et une personne comment on dit, français de lointaine ascendance en CDD, de fait, peut-être que la personne d'origine maghrébine, si elle est en CDI, eh bien, vient donner un signal supplémentaire qui va lui permettre de compenser le désavantage. Or, une étude pas si ancienne que ça, d'ailleurs, qui avait été faite en 2017, montre que non. En fait, une personne d'origine maghrébine, il y avait un testing massif qui avait été fait par le SNRS, qu'elle soit en CDD ou en CDI ou fonctionnaire, ça ne change rien. Comment dire, le taux d'acceptation de son dossier, en fait, ne varie pas. Parce que ce qui vient, dans certains cas, déterminer le rapport à l'autre, c'est la question de l'origine. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas. C'est dans certains marchés, à certaines époques, dans certains secteurs, dans certaines configurations, mais où là, on est sur des choses quand même qui sont très enquistées dans la société. Alors par rapport à ça, on pourrait se demander, on pourrait se dire que faut-il faire? Mais avant, je tiens juste à faire une petite remarque. C'est que la question des discriminations, elle est sur le plan économique, évidemment, elle est, ça a été dit aussi, sur le plan politique, elle est aussi sur le plan culturel, et la culture au sens très large, c'est aussi comment dans nos sociétés, on est capable aussi d'entendre quelque chose des façons de voir, des façons de faire, qui sont parfois des façons de faire, de voir, que l'on va avoir tendance à délégitimer, alors même que notamment si on prend les populations ultramarines ou d'origine immigrée, elles sont aussi porteuses parfois de formes esthétiques, elles sont aussi porteuses d'idées qui sont des idées parfois très originales qu'il faut aussi savoir entendre et apprendre à connaître. Notamment, je trouve qu'hier j'étais dans une autre université d'été d'un autre parti, ou d'un mouvement. Bref, on parlait de créolisation. Alors c'était intéressant parce qu'on parlait d'Édouard Glissant, et Édouard Glissant, à travers comment dire, ses concepts, sa pensée, est aussi quelqu'un qui, par exemple, invite à penser le monde non pas en termes de racines, il y aurait des racines dans nos sociétés et on serait tous issus de racines et il faudrait, j'allais dire, chercher toujours l'origine de l'origine de l'origine. Glissant dit peut-être qu'en fait il n'y a pas d'origine de l'origine et peut-être qu'il faut non pas réfléchir en racines, mais qu'il faut réfléchir en rhizome, et que finalement on est interconnecté entre différentes cultures et qu'il y a toujours un inattendu qui surgit sans chercher, j'allais dire, la filiation à partir d'une racine qu'il faudrait absolument suivre. En fait, c'est intéressant. Est-ce que ça peut se traduire politiquement? Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, être alerte sur différentes façons de concevoir le monde,
de concevoir ce que sont les paradigmes d'analyse des sociétés. C'est aussi des choses intéressantes, et c'est des choses d'autant plus intéressantes que je ferai remarquer qu'une des grandes forces des sociétés occidentales et de la société française, ça a été justement d'être alerte et d'être en capacité de capter des éléments culturels venus d'horizons extrêmement différents, la Grèce antique, le monde arabe, etc. Et qu'aujourd'hui, quand on nous dit que la grandeur de la société française, ce serait de retrouver la pureté de Trifouilly-les-Oies, ben en fait non, parce que c'est pas ça qui a fait la grandeur de la société française ou qui fait sa grandeur, c'est justement la capacité à être dans l'agencement d'éléments culturels qui sont des éléments culturels extrêmement divers et que l'on arrive à fusionner, à transformer, à agencer de telle sorte à être une société dynamique. Bien. Alors, sur nos actions, puisque la question, je veux dire très rapidement, les actions que l'on mène, nous faisons du plaidoyer pour faire en sorte qu'il y ait aussi des modifications, qu'il y ait des avancées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans la loi, mais il y a deux problématiques. D'abord, il y a des trous dans la raquette et il y a des problèmes d'effectivité de la loi, parce que la loi, il ne suffit pas de l'énoncer, encore faut-il qu'il y ait des groupes dans la société qui s'en saisissent. La loi contre les discriminations raciales en France, elle date de la loi Pleven en 72. Jusqu'au moment où SOS Racisme a commencé à mettre en place des testings pour trouver des formes de preuves, c'était une loi qui était quasiment, j'allais dire, inappliquée, enfin, qui n'était pas saisie parce que il y avait le problème de la preuve, tout simplement. Bon, il a bien fallu qu'il y ait des groupes dans la société qui se saisissent de la loi et qui la fassent vivre. Je pense aussi qu'il y a une problématique de trous dans la raquette, notamment en matière de discrimination raciale. Nous plaidons depuis plusieurs années à SOS, d'abord pour qu'il y ait, Corinne en parlait, aussi des juridictions spécialisées qui traitent quand même de ces sujets, parce que c'est des sujets très très particuliers, parce que ce sont des sujets, ce qu'il faut quand même penser, notamment le sujet des discriminations, c'est un délit pour lequel souvent il n'y a pas de preuve. Et puis d'ailleurs, vous n'en savez vraiment jamais, vous n'êtes jamais sûr que vous avez été discriminé. Quand vous n'avez pas un emploi, c'est parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes noir, mais en fait il y a aussi des hommes et des blancs qui n'ont pas eu l'emploi. Donc pourquoi vous ne l'avez pas eu ? Vous voyez bien que c'est plus dur pour vous et que donc il y a un problème. Mais sur chaque cas particulier, est-ce que vous savez si c'est parce que vous étiez ceci ou cela ? Il y a rarement des gens qui disent écoutez, vous êtes une femme ou vous êtes noir, on ne va pas vous prendre. Bon, les gens sont quand même un peu plus urbains et un peu plus civils, malheureusement, peut-être parfois, mais bon. Et donc vous ne savez pas. Donc souvent, ce sont des délits sans preuve. Quand vous faites piquer votre bagnole, vous savez que vous êtes fait piquer votre bagnole. Bon, vous vérifiez si votre fils ne l'a pas chopé dans la nuit et ne l'a pas planté, mais bon, une fois que vous avez regardé, vous avez appelé la fourrière et demandé à votre enfant, bon, vous doutez bien que si elle n'est pas là, que vous l'êtes fait voler. Quand vous êtes discriminé, en fait, vous ne le savez pas très souvent. Vous avez un sentiment. Et donc, c'est très particulier parce qu'il y a tout un effort de recherche de la preuve par l'institution. Et le deuxième élément, le deuxième registre que l'on pourrait dire sur la question de la loi, c'est aussi de frapper dur aussi parfois, parce que l'État doit aussi jouer de sa puissance régalienne. L'État ne peut pas simplement... Moi, j'étais assez surpris, par exemple, que Emmanuel Macron annonce comme plan de lutte contre les discriminations quand il est rentré sur la question de l'emploi, qu'il allait faire des testings. Je dis, je sais pas, on en fait des testings, en fait. Je veux dire, pourquoi, sur les discriminations, l'État a tendance parfois à devenir une association ? C'est pas la peine de faire ce que fait SOS Racisme. Enfin, à la rigueur, c'est bien que l'État fasse des testings, j'en sais rien, mais en fait, c'est pas ça qu'on attend de l'État. Nous, quand on fait des testings, c'est pour dire à l'État, regardez, ça existe bien, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? L'État dit, on va en faire d'autres, des testings. Enfin, c'est étrange quand même comme pratique. En tout cas, si ça se limite à ça en termes de communication et en termes d'action, même s'il n'y a pas que ça, évidemment, je caricature un peu. Et donc, mais il faut que l'État retrouve sa puissance régalienne. Et par exemple, nous sommes favorables à ce qu'il y ait des peines complémentaires d'interdiction des marchés publics pour les entreprises qui seraient chopées pour discrimination, quel que soit d'ailleurs le type de discrimination. Et pourquoi je dis ça ? Non pas pour taper sur les entreprises, mais parce qu'une entreprise, en fait, elle a plein de priorités à poursuivre. Une entreprise, elle doit embaucher, elle doit parfois licencier, elle doit innover, elle doit investir, elle doit faire du marketing, etc., etc., etc. Si on veut que dans la pile de ces priorités, la question de la lutte contre la discrimination remonte, il faut aussi trouver des moyens qui font que ce sera pris davantage
en considération. Voilà. Et dernier élément, parce que là j'ai parlé du plaidoyer et un peu des actions juridiques que l'on fait de façon un peu détournée. Oui, et après on va prendre la parole justement pour échanger avec le public. J'ai bien vu l'inquiétude. Et le dernier élément, c'était effectivement, on intervient beaucoup en milieu scolaire, parce que, comme ça a été évoqué, il n'y a pas que la question du haut. Il y a aussi la question de comment la société se saisit de ces sujets. Et on voit bien, nous, souvent dans l'antiracisme, comment on est interpellé dès qu'il y a quelque chose. Alors, SOS, qu'est-ce que vous foutez sur Twitter? Il y a une tempête depuis 8 h du matin, il est 10 h, vous n'avez toujours pas porté plainte. Bon, des gens qui branlent rien de leur journée, à part nous insulter sur Twitter, par ailleurs. Mais en fait, la réalité, la question... On ne lutte pas contre le racisme en disant mais SOS racisme, vous auriez dû porter plainte au bout d'1 heure et pas au bout de 2 heures parce que c'est la preuve que vous n'êtes pas mobilisé sur le sujet. On lutte contre le racisme parce que la société se mobilise contre le racisme. Et on ne peut pas avoir simplement une illusion juridique de la lutte contre le racisme en se défaisant sur des associations spécialisées d'actions judiciaires qui viendraient régler le problème. Je veux dire, on lutte contre le racisme dans une société et on lutte plus généralement contre les phénomènes d'oppression parce qu'il y a une mobilisation générale de la société, parce qu'il y a des évolutions des mœurs, des évolutions de la pensée qui font que, eh bien, on va considérer que la femme est l'égale de l'homme. On va considérer qu'être noir, blanc, d'origine maghrébine, etc., eh bien, ça ne doit pas entraîner des différences de considération. Et ça, c'est un travail de mobilisation politique qui, encore une fois, doit être en plus de toutes les mobilisations, y compris juridiques, même si ces mobilisations sont évidemment essentielles dans un état de droit. Juste une phrase, parce que Dominique, on a beaucoup de propositions dans le projet, et donc du coup, je vais parce que je ne les ai pas toutes citées, mais la proposition d'interdire l'accès au marché public aux entreprises condamnées pour discrimination, c'est dans le projet. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Ok, Denis. Oui, bonjour. Non, c'est juste pour un petit conseil lecture, en fait, parce que votre échange, au demeurant très intéressant, m'a fait penser à un livre que j'ai lu cet été, qui s'appelle Adieu ma honte de Wissem Belgacem, pardon, excusez-moi, et mes excuses à lui-même d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y raconte le chemin qui a été le sien, un peu long, pour admettre d'une part qu'il était homosexuel, et d'autre part pour s'émanciper des clichés dont la société affuble l'origine de ses parents, la religion qu'il aime pratiquer, et son origine sociale, puisqu'il a grandi dans des quartiers, je ne sais plus quel est le nom du quartier d'Aix où il a grandi, mais c'est un quartier où voilà, quoi, il y a un peu de discrimination à l'adresse, pour le moins. Et il raconte ce cheminement-là, donc, et c'est vraiment très très intéressant. Ça aboutit à la conclusion que la loi ne fait pas tout, mais ça vous l'avez un peu dit, que c'est probablement autour d'une bataille culturelle qu'il faut se lancer aussi, enfin en tout cas qu'il faut poursuivre, parce que toutes les discriminations, qu'elles soient liées, alors lui il en cumule un certain nombre, et y compris d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la société d'un côté et puis les personnes LGBT, musulmanes de l'autre. C'est-à-dire qu'après il a subi des discriminations en rapport à la religion qu'il aime et qu'il assume pratiquer au sein, auprès de ses potes gays, par exemple. Enfin voilà quoi. Il raconte ça aussi, et c'est vraiment. Et je trouve que son témoignage est vraiment très très intéressant. La chose qui m'a laissé un peu rêveur, c'est que, mais on le croit volontiers, il raconte que le seul endroit au monde où il a parce qu'il a un peu voyagé, et le seul endroit au monde où il a vécu, à Londres, et il dit c'est la première fois dans ma vie où on a arrêté de me prendre la tête parce que j'étais gay, parce que j'étais musulman, parce que j'étais pas blanc, voilà. Et alors tout ça pour, je veux pas ériger la société anglo-saxonne en modèle, surtout pas, enfin parce que c'est pas, voilà, c'est des histoires un peu différentes. En revanche, si on pouvait s'épargner le surplomb qu'on a parfois nous-mêmes sur la manière dont fonctionnent les sociétés anglo-saxonnes, et puis juste un tout petit peu regarder les choses, pas pour copier, pas pour, mais peut-être pour quand même s'inspirer un peu. Voilà, parce que c'était très frappant. Et alors juste une toute petite anecdote qu'il raconte à la fin qui m'a fait rire.
Quand il était à Londres, il travaillait dans un centre d'appel. Donc il était appelant pour Orange. Et il dit, au début, je me présentais sous mon vrai nom. Et tout le monde me raccrochait au nez. Donc du coup, il avait des problèmes parce qu'il ne gagnait pas sa vie, puisqu'ils sont payés à l'appel. Et il dit, un jour, j'entends une information sur un ministre français qui s'appelait Xavier Bertrand. Il dit, le lendemain, je ne m'appelais plus Wissem Belgacem, je m'appelle Xavier Bertrand. Personne ne m'a raccroché au nez. Voilà, c'est tout. Merci. Donc, Mathis Collignon, en tout cas, MGS du Doubs, je voulais vous remercier en tout cas pour les propositions que vous avez faites et notamment sur une jurisprudence spécialisée contre les... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, dans les associations, qu'il y avait LGBT, qu'il n'y avait eu qu'un cas où il y a eu une réelle condamnation de 15 ans de prison ferme avec le facteur homophobe aggravant depuis que le mariage pour tous a été passé. Et pour le coup, ça, c'est une véritable proposition et je pense qu'il faut vraiment s'appuyer dessus sur les prochaines campagnes. Et d'autre part, je voulais vous poser une question sur les territoires délaissés, les campagnes... zone extrêmement, on va dire, rurale. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de lutte contre les discriminations sur ces endroits-là, pour le coup? Parce qu'on a vraiment l'impression, en fait, de se sentir seul dans ces territoires. Voilà, c'était... Oui, vous avez d'autres questions? Tu peux passer le micro au fond? Ouais. Oui, Julie Gobert, conseillère départementale de Seine-et-Marne et par ailleurs chercheur en aménagement du territoire. Et effectivement, on se rend compte que la République ne tient pas ses promesses pour tous les enfants, car il y a beaucoup de discriminations, vous l'avez dit, dès l'enfance, que ce soit des discriminations selon les catégories sociales, l'origine ethnique, selon aussi les territoires. Et c'est super important de le souligner parce que souvent, c'est un peu passé à l'as, mais tu l'as dit, chère Annie, aussi. Passer par un petit exemple, il m'arrive d'être jury de concours pour la haute administration publique territoriale et très souvent on tombe sur des profils qui sont très similaires, notamment pour les externes, de personnes qui viennent de familles qui ont des très bons capitaux économiques, culturels et autres. Et on est super content quand on voit effectivement d'autres profils qui arrivent, de gens qui viennent des territoires ruraux ou qui ont d'autres profils. Voilà. Mais ce qu'on ressent tout de suite, c'est qu'il y a une intériorisation de l'infériorisation que la société fait peser sur les gens. Et ça, c'est extrêmement lourd. Et donc, une difficulté de projection et de se dire, mais oui, moi, je peux en tant que personne. Et on en a même qui ont complètement intégré ce syndrome de l'imposture. Je n'ai pas à être là puisque je ne suis pas comme tout le monde. Alors, au-delà de ce constat, moi, je pense qu'effectivement, il y a une politique nationale à continuer. Enfin, vous l'avez très bien dit, avec différents points, mais pas seulement, en fait. Il faut coacher dès l'enfance, dès la petite enfance, les enfants, notamment qui appartiennent à ces catégories sociales défavorisées ou qui sont de certaines origines ethniques, je ne sais pas. Parce que, en fait, c'est dès l'enfance qu'on enfonce le clou en disant qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne font pas partie des bonnes catégories. Et en l'occurrence, il y a des initiatives, et c'est là que l'expérimentation est effectivement hyper importante à pouvoir être déployée sur les territoires, qui existent sur nos territoires et qu'il faudrait systématiser, ou pas forcément, mais en tout cas prendre en compte. On en a parlé lors des débats sur les FNSR. Karim, par exemple, reçoit les jeunes de son territoire sans distinction aucune, maire de Saint-Ouen, désolée. On a plein de maires qui ont des actions hyper positives de valorisation, d'accompagnement des parcours, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut coacher et pas juste se dire à un moment T, on fait un concours spécial pour les catégories sociales défavorisées, comme a fait Macron cette année. Ça ne suffit pas. Alors, on va déjà laisser... bravo, merci. Chénise Kironi qui voulait tout de suite répondre par rapport à l'intervention. Non, alors très rapidement, mais vous inquiétez pas, je ne serai pas longue et on va reprendre des interventions. Je voulais simplement revenir sur la question de la représentation, enfin de la lutte contre la représentation et le déterminisme. Parce qu'on évoquait tout à l'heure
l'entrepreneuriat. Je veux pas non plus qu'on laisse passer l'idée que les jeunes dans les quartiers qui choisissent la micro-entreprise, c'est simplement parce qu'ils sont discriminés ou parce qu'ils sont en précarité. Il y a des vrais choix de créer son entreprise, de créer sa petite start-up, parce qu'on a envie. Et je pense qu'il ne faut pas non plus, nous-mêmes, collectivement, intégrer le fait que tout est discrimination et tout est non-choix. Il y a une partie, effectivement, ce sont des non-choix. D'autres parties, ce sont des vrais choix. Et même lorsque l'on est discriminé et qu'on fait le choix de la création d'entreprise, c'est un choix valorisant et à valoriser. Et non pas, il crée sa petite micro-entreprise, il va être en précarité et ça va être extrêmement difficile. Enfin voilà, je pense que la manière dont nous aussi, collectivement, on porte aussi ces représentations, elles sont importantes. Dominique, avant de revenir sur la question de la mobilité et de la question des freins et des fractures, a évoqué le fait qu'on ne sait pas vraiment si on est discriminé. Et je voulais faire part d'une anecdote, alors en l'occurrence plutôt personnelle, liée à mon parcours, sur 2 sujets. Sur la question de l'orientation. Et c'est vrai que la question de l'école de la République, c'est un vrai sujet. Alors la pauvre, l'école, on lui en met des exigences, des responsabilités sur le dos. Mais en tout cas pour moi, c'est l'école de la République, c'est mon moyen, ça a été mon moyen d'émancipation. Et celui de mes frères et sœurs également. Mais réellement, avec, je pense, un autre moteur qui était ma propre émancipation personnelle, parce que l'école de la République ne suffit pas. Il y a aussi, en chacun d'entre nous, ou pas, un moteur qui vous permet d'avancer. Et le mien était très personnel, il était celui de l'émancipation en tant que femme, retrouver ma liberté. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes dans un quartier, dans un collège de quartier, vous allez basculer au lycée. Il n'y a personne dans votre famille qui peut vous aider à choisir votre filière. Donc ce sont souvent les profs qui nous aident. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je vais en seconde et on me dit prends l'option gestion. Ah bon, moi, je prends l'option gestion. Je ne sais pas ce que ça veut dire prendre une option gestion. Et en fait, avec le recul, donc, mais beaucoup plus tard, je comprends puisque je me retrouve dans une seconde où en fait le chemin est tracé. C'est l'option pour les anciens, entre guillemets, les bacs G. Et les bacs G, c'était les filières techniques, et les filières techniques où on était plutôt vers la filière des gens qui avaient le plus de difficultés. Donc à ce moment-là, on n'a pas imaginé que lorsque j'allais basculer au lycée, j'allais pouvoir réussir une scolarité et la filière, entre guillemets, plus classique. Bon, après, je me suis démerdée, j'y suis pas allée en G, je suis allée en B. Et je suis contente parce que l'option gestion, ça m'a quand même bien apporté. Mais voilà, là, ça fait partie des représentations. Deuxième sujet qui a fait aussi écho à mon propre parcours. Donc j'ai un bac plus 5, un DEA de sciences de gestion et un DESS, administration des entreprises. Donc on a un stage à faire en DESS. Je ne trouve pas de stage. Master 2 pour les plus jeunes. Merci Dominique. Je ne trouve pas de stage. Ma copine, Catherine, elle en a plein. Elle m'en file un. Donc je postule. Je ne suis pas prise. Mais là, je ne sais pas. J'ai peut-être été nulle en entretien. J'ai peut-être été... Mais je garderai toujours ce moment-là parce que c'était compliqué d'avoir un stage. Je n'avais pas été prise. Elle en avait plein, dont celui-ci. On avait le même parcours, la même formation. Et alors, je me dis toujours, peut-être qu'en entretien, mais au fond de moi... J'y crois pas, parce que je me dis que ça reste un stage. Voilà, donc je pense que la question du déterminisme et la question des représentations, c'est un vrai sujet. Et puis je termine sur les fractures. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que la question des discriminations dans les fractures territoriales. En termes d'insertion, la mobilité est le premier frein d'insertion professionnelle. Donc on a un vrai sujet, nous, élus de territoire, État, à travailler sur les questions de mobilité, les questions d'accès au réseau de transport, au financement de la voiture, au financement du permis, au transport gratuit, notamment dans les agglomérations. Donc là, on a un sujet de politique publique qui est, entre guillemets,
plutôt faciles à porter, pour lesquels on a, nous, collectivités locales, élus locaux et État, les moyens de pouvoir répondre à ces fractures, c'est en lien avec la mobilité. Voilà. Merci Chanise. La parole circule à nouveau. J'ai enlevé ça 2 petites secondes. Bonjour à tous, Loïc Gachon, maire de Vitrolles. 2 réflexions qui font écho aux choses qui ont déjà été dites. La première, je voudrais avoir une charge particulièrement virulente sur Parcoursup vis-à-vis des jeunes gens qui passent leur scolarité difficilement, qui accèdent au lycée, qui accèdent à la terminale et qui, au moment où ils sont en terminale, sans accompagnement satisfaisant dans la famille, se retrouvent confrontés à cette usine à gaz qu'est Parcoursup, avec une offre démentielle et avec derrière cette offre démentielle des choix qui sont pas forcément bien faits, qui ne sont pas forcément bien construits et des critères de sélection parfaitement opaques où la question d'ailleurs de l'adresse du lycée plus que de l'adresse du jeune, du niveau prétendu du lycée, vient impacter des orientations. Je veux, sur Vitrolles, alors qu'on a plutôt des lycées de qualité, l'accès aux filières d'excellence avec des dossiers qui sont remarquables et visiblement difficiles. Comment comparer, comment choisir entre un élève qui a 20 sur 20 au lycée Jean Monnet à Vitrolles et un élève qui a 20 sur 20 au lycée Thiers à Marseille? Je peux vous faire le pari que c'est le gamin du 20 sur 20 au lycée Thiers à Marseille qui va être retenu et pas celui de Vitrolles. Ça, c'est un élément qui me semble très important et sous un masque d'homogénéité de Parcoursup, de la grande machine objective, en fait, se cache une multitude de micro-discriminations et une vraie carence dans l'accompagnement des jeunes sur leur réussite et on perd des talents à travers cette démarche-là puisque c'était le sujet du jour. Deuxième sujet qui, pour moi, est très important sur les quartiers politiques de la ville de Vitrolles. Le constat qu'on fait, c'est que les jeunes gens, les enfants, dès le plus jeune âge, ça a été dit tout à l'heure, ne vont pas vers des activités épanouissantes, des activités qui élargissent leur champ culturel, que ce soit ou sportif, et tombent dans des automatismes. Le seul sport pratiqué, c'est le football pour les garçons de ces quartiers, et c'est à peu près tout. Le travail qu'il y a à faire pour détecter les talents, c'est d'aller mettre l'offre au cœur de ces quartiers et mettre en place des systèmes qui ont très bien été compris, notamment par le football, des systèmes de détection. Je pense réellement qu'on a là à offrir à ces jeunes dans ces quartiers, à mobiliser les sports collectifs, les sports individuels, mais pas que dans le champ sportif, dans le champ culturel également, dans les différents champs culturels, d'un phénomène d'aller au pied, à la rencontre de ces jeunes gens et de les mettre face à des activités qu'ils n'ont jamais touchées, jamais découvertes, jamais travaillées, et de permettre comme ça des formes de détection à la fois pour ces jeunes qui s'autodiscriminent en disant de toute façon ça c'est pas pour moi, ou des clubs, des associations, des structures culturelles qui n'auraient pas eu l'idée d'aller recruter, parce qu'on fait de l'art plastique, des jeunes gens dans ces quartiers prioritaires. Là-dessus, nous on est en passe de travailler à Vitrolles sur une cité éducative, et dans le champ de la cité éducative, cet élément-là de travailler l'autodiscrimination et la détection des talents dans les quartiers prioritaires est vraiment un élément qu'on souhaite développer pour permettre d'ouvrir les horizons et de détecter justement ces talents qui sont là, mais qu'on n'a jamais su valoriser. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Guillaume Parent, je suis secrétaire de section à Strasbourg. Alors ce que vous dites me semble très important. On a la chance aussi d'avoir des standards internationaux qui offrent la possibilité aussi aux gens de s'épanouir et de s'auto aussi alimenter. Et effectivement, il y a des plafonds de verre, mais il y a aussi des sols de glu qui empêchent les gens de décoller d'eux-mêmes. Et je voudrais bifurquer sur un autre sujet, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, que Chanès a abordé tout à l'heure, sur un sujet brûlant. Et je dois dire que je suis un peu surpris, un peu déçu par la réaction du Parti socialiste, même si il me semble que c'est manifestement la moins mauvaise des solutions. Elle concerne en fait l'imposition du pass Covid pour les mineurs, hein, pour les jeunes de moins de 20 ans, qui ne sont pas soumis à des formes graves de la Covid. C'est démontré par l'OMS. Et je m'interroge si, en fait, en tant que papa, je suis assez choqué d'imaginer que les enfants vont devoir prendre une décision
qui leur est imposée par des adultes. Et je ne suis pas sûr que la décision qui sera la leur de prendre, de décider de se vacciner ou pas, sera effectivement mûrie et qu'elle aura effectivement été suffisamment alimentée, qu'elle sera réellement autonome. Et je me demande si on ne peut pas, justement, en tant que socialiste, s'assurer que on puisse vraiment créer une société où chacun peut se réaliser et chacun peut être équipé des outils pour mûrir ses propres réflexions, même quand on est mineur. Voilà. Merci. J'en profite, le micro n'était pas loin. Geneviève Le Tourneux, je suis élue à Rennes en charge de l'égalité des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup pour cette proposition d'atelier parce que je pense que ça participe au fait, ne serait-ce que de sortir du tabou des discriminations, la question de la qualification, de nommer, d'identifier. C'est sortir du silence et dans la mécanique discriminatoire, c'est bien ce silence qui empêche l'effectivité du droit, qui empêche aussi une réponse politique qui soit à la hauteur des enjeux. Sur la question des talents, c'est une optique, un angle d'attaque qui est intéressant et c'est vrai l'angle d'attaque des bénéfices à côté desquels on passe du fait des discriminations, mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même la dimension qu'on passe à côté de la promesse républicaine et que c'est de ce point de vue-là que la question de l'égalité réelle, qui est mise à mal par la réalité des discriminations, que la cohésion sociale est menacée. Et c'est un danger qui fragilise, c'est une violence, un danger qui fragilise les individus et la société tout entière. Moi, j'aimerais qu'on puisse aller vers aussi le questionnement des coûts des discriminations, notamment des conséquences des discriminations, conséquences individuelles et conséquences collectives. Si on prend simplement la question de la santé, l'impact des discriminations en matière de santé est considérable, il n'est pas mesuré, et je crois que c'est de notre responsabilité de le faire savoir et de sortir, de rendre mesurable, qualifiable les discriminations. Alors, du point de vue de la politique nationale, un observatoire des discriminations, je crois que c'est vraiment indispensable. Je crois qu'on pourrait aussi s'inspirer du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a documenté la manière dont les inégalités entre les femmes et les hommes traversent la société. Sur la question des différents critères et de la dimension de l'effectivité du droit, on voit que la logique des représentations, des stéréotypes nous révèle qu'il y a une dimension systémique. C'est une dimension de la représentation que la société française a d'elle-même. Et donc, ça va aussi bien au-delà de la question juridique, sur laquelle on a 25 critères de discrimination. Et je crois que nous, socialistes, j'aimerais qu'on soit capable de se dire que parmi ces critères, certains sont plus chargés émotionnellement, politiquement, symboliquement, historiquement, notamment le critère lié aux discriminations, lié à l'origine réelle ou supposée. Et je voudrais au passage, en complément, parce que je n'ai jamais eu l'occasion, j'ai envoyé pas mal de lances, mais il existe un réseau des élus mobilisés contre les discriminations qui appelle deux choses. D'une part, l'échange de pratiques, parce que c'est un sujet qui est minoré et donc minorant, et donc ça nécessite d'avoir une réponse collective, mais qui appelle à une réelle politique nationale de lutte contre les discriminations qui, aujourd'hui, sont encore trop passées sous silence.
Et c'est sur les prises de parole, y compris des premiers et premières concernés, c'est la parole, la puissance de la communication publique qui est susceptible de nous faire avancer. Merci beaucoup pour déjà cette première vague de questions, parce que le temps avance malheureusement très vite. Donc on va déjà laisser les intervenants répondre. Et après, on aura des difficultés à faire 2 tours. On va être obligé de clôturer l'atelier. Je suis désolée, pour l'instant, ça va être compliqué. Là, il est déjà 12h15. Allez, une dernière. Une dernière, mais en 1 minute. Oui, 1 seconde. Oui. Mais rapidement. Hein. Oui. Est-ce que la France se prise d'une partie de ses talents? Si je me regarde personnellement en tant que tel, je pourrais dire non. Parce que j'ai les apparences qui pourraient me donner des handicaps. Et pourtant, je n'en ai pas eu. Et je me suis aperçu qu'avec le temps, je n'ai eu quelque part. Quand je prenais le train pour aller travailler, un contrôleur ne prenait pas les gens qui étaient devant moi, me venait contrôler en premier. Alors je lui disais, mais écoutez, je vous montrerai mon titre de train si vous contrôlez ceux qui sont avant moi. Et je me suis fait beaucoup d'amis dans le train. Et ça s'est toujours passé comme ça. Je veux dire que quelque part, il y a aussi la personnalité de chacun. Quand on a la capacité de dire les choses, elles finissent par être entendues et comprises. L'autre élément, c'est sur le plan professionnel. Quand j'allais dans les conseils d'administration, j'étais reçu comme tout le monde. On ne disait pas qui c'est, non, je représentais mon entreprise dans les conseils d'administration. J'ai terminé mon activité, je serai bref avec ça, à Pôle emploi où j'étais chargé des grands travaux à la direction générale comme administrateur. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème, ce qu'on appelle de relation employeur-demandeur d'emploi. Et j'ai mis en place les systèmes qui permettaient de rapprocher les deux, mais cette fois-ci par les critères et non plus par les apparences qui pouvaient permettre à un demandeur d'emploi de dire « Ah non, je ne peux pas y aller » ou à une entreprise « Ah non, je ne peux pas le prendre ». Donc, la crédibilité en fait qu'on apporte ou qu'on porte est plus importante que les apparences. Et en dernier, je peux dire une chose. De ce que je viens d'entendre ici, j'étais déjà engagé dans une voie, parce que je suis retraité aujourd'hui, et on m'a proposé une démarche, et ça, je vais vraiment l'apprendre, c'est comment amener, pas seulement les demandeurs d'emploi, puisque je sais, il y a les entreprises qui le font, comment amener les jeunes à développer leurs talents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois bien que c'est un sujet qui tient à cœur pas mal de camarades. On tâchera de mettre en place une boucle, essayer d'organiser des réunions parce que tout le monde ne pourra pas prendre la parole sur cet atelier. Un dernier mot, 1 minute grand maximum parce qu'on a déjà dépassé le temps. Merci. En fait, chez Erazade, donc je suis syndicaliste et j'ai été secrétaire d'un comité d'entreprise et CHT. C'est bien, c'est une bonne transition. Sur la question du travail, la discrétion au sein du travail, c'est une question que moi j'avais travaillé au sein du Parti socialiste, notamment dans le cas des primaires où Arnaud Montebourg avait pris ma proposition et l'avait défendue dans le cas des primaires et dans les médias. Il y avait aussi Najat Vallaud-Belkacem qui avait récupéré ma proposition. Et ensuite, j'avais suggéré aussi, quand Olivier était premier candidat, pour la première fois candidat au secrétariat, il avait aussi pris ma proposition. Il y a des solutions, il y a des mécanismes qui existent pour lutter contre la discrimination au sein de l'entreprise. Il suffit de les connaître, il suffit aussi d'avoir l'expérience de l'entreprise pour le faire. Malheureusement, les testings, les CV anonymes, etc., ça ne marche pas. Il faut revoir nos institutions, notamment sur le ministère du Travail. L'inspection du travail doit jouer un rôle déterminant pour effectivement cette barrière de la discrimination à l'embauche puisse être mise en œuvre. Et je peux vous assurer que quand on parle des conséquences, oui, ça coûte extrêmement cher la discrimination en France, mais est-ce qu'on a besoin d'un laboratoire alors qu'on a une institution qui s'appelle les défenseurs de droits? Je crois simplement qu'il faut réunir les mécanismes pour qu'on puisse effectivement lutter contre cela. Mais il y a des solutions. Pour une fois, on peut être positif et mettez-le
mettons en œuvre ces dispositifs. Mais encore faut-il connaître la réalité et les mécanismes. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Nickel. Je vous laisse peut-être conclure chacun par rapport à ces ateliers et en même temps en profiter pour répondre justement aux différentes interventions. J'ai le micro, alors je vais démarrer. Oui, globalement, je vais essayer de répondre rapidement et en faire un mot de conclusion. Je crois qu'il faut à la fois donc allier, je l'ai dit tout à l'heure, mais par rapport à ce que les remarques que vous avez faites, l'enjeu qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on allie une volonté affichée, affirmée au niveau national, qui permet d'engager un débat global de la société, d'embarquer un maximum de monde, et effectivement sans tabou, et en affirmant à la fois nos valeurs et des objectifs clairs et précis, et comment est-ce que on le fait avec des solutions qui sont au plus près du terrain, et donc qui engagent un maximum d'acteurs, et qui sont aussi adaptés aux réalités territoriales que possible. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement avoir des politiques différentes quand on est en politique de la ville ou quand on est en zone rurale, parce qu'on aura interrogé et rassemblé des acteurs locaux qui pourront développer. Je ne peux pas vous dire a priori lesquels elles seront, parce que je pense que c'est vraiment un travail de terrain à faire, adapté à chaque type de territoire, pour lutter à la fois contre les discriminations par rapport aux questions raciales, mais aussi, par exemple, discrimination à l'adresse. Mais je crois que, évidemment, on l'a dit, l'école joue un rôle très important, que se pose donc effectivement la question par rapport aux questions de... C'est un sujet très, très vaste, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une volonté politique forte au niveau national pour qu'on puisse insuffler que cette question-là de comment est-ce qu'on lutte contre les discriminations et comment est-ce qu'on lutte contre les inégalités, c'est une interrogation qu'on se pose par rapport à chaque type de politique qu'on mène, à chaque fois. De la même manière qu'on a pu commencer à dire qu'on fait ça pour l'égalité femmes-hommes, mais ça doit être pour tous les types d'inégalités. Et donc, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas des politiques sportives et culturelles aussi développées dans les quartiers, dans les endroits où on aurait le plus besoin, que ce soit en zone rurale en termes d'infrastructures ou en quartier politique de la ville, en termes aussi de ressources humaines, ça, c'est aussi un problème de péréquation par rapport et de soutien en collectivité, parce que c'est souvent dans les endroits où on a le plus besoin que les collectivités ont moins le moyen de les mettre en œuvre par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on réduit les inégalités et territoriale et de décentralisation, comment on va au bout de la décentralisation. Il y a en ce moment probablement quelque part ailleurs un atelier qui se termine sur la question de la République décentralisée. Donc tout ça, ça va ensemble. La question de Parcoursup, alors il y avait déjà, évidemment, Parcoursup accentue, je crois, des mécanismes de discrimination et de reproduction sociale. Et ça a été aussi dit tout à l'heure sur la question de l'intériorisation de certaines, la question de la représentativité, de l'intériorisation, ça c'est des problèmes de reproduction sociale. Parcoursup automatise ces problèmes en fait et les rend encore plus graves. Mais à l'origine, il y a un problème effectivement d'orientation des jeunes. On a parlé tout à l'heure. Donc, il faut casser ces préjugés. Il faut aussi revaloriser les filières professionnelles et techniques, parce qu'il n'y a pas que la filière générale qui permet d'avoir des bons emplois et à chacun de réaliser sa vie et d'être heureux dans sa vie et de bien gagner sa vie, etc. Il n'y a pas de petits métiers. Donc, il y a toute ce travail-là, c'est un travail plus général et plus global. Et effectivement, c'est là où c'est la question de la promesse républicaine. C'est ça, c'est comment est-ce que la promesse républicaine, c'est pas l'égalité, l'uniformité, c'est au contraire, c'est l'égalité pour que chacun puisse réaliser son talent, quel qu'il soit, qu'il puisse, que chacun ait les moyens de choisir sa vie totalement librement. Et donc c'est effectivement toutes les pierres qu'on apporte à l'édifice dans beaucoup de domaines très différents, mais il faut avoir une volonté, il faut avoir une ambition forte et nationale à ce sujet, et c'est quelque chose qui est important pour nous dans notre projet au niveau pour le Parti socialiste aujourd'hui, de
porter fortement ce sujet, et donc dans tous les domaines, et y compris notamment, par exemple, quelqu'un tout à l'heure a dit la question de la santé. Oui, c'est vrai, les discriminations, on a vu là dans la crise Covid, là dans 93, c'est aussi ceux qui ont le moins accès aux soins qui ont été les plus touchés par la maladie, parce qu'ils ont un moins bon suivi dans l'année, ils ont plus au cours de leur vie, ils ont plus de cas de comorbidité, etc. Donc toutes ces inégalités, à chaque fois on les voit, elles s'accumulent, et c'est toujours les mêmes qui finalement pâtissent de l'accumulation de ces inégalités. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de passe sanitaire, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais enfin il me semble que les adultes décident pour les mineurs, ça me paraît pas complètement ça me paraît pas complètement étrange dans la société dans laquelle on vit, ça me paraît même complètement normal. Et le sujet, c'est plus quelles sont les recommandations des experts, et quelles sont à partir de là les décisions politiques qu'on prend, qui sont les meilleures, et pour les individus et pour la collectivité en général. Et donc c'est aussi dans cet esprit-là aussi la question de comment est-ce que globalement, pour toutes ces questions, comment est-ce qu'on fait la bonne articulation entre donner sa chance à chaque individu, mais qui permettent aussi d'élever toute la société et une réussite collective du pays. Voilà. Merci Corinne. Est-ce que... Voilà. Non, peut-être pour insister sur le fait que ces discriminations, elles créent aussi des humiliations très grandes. Et je crois que c'est là où on a un lien avec la promesse républicaine. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à casser ces logiques discriminatoires, on fragilise complètement le socle sur lequel on est assis. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui nous tient à cœur, Dominique et moi, et bien au-delà, c'est le sujet des contrôles d'identité de la police. Là aussi, c'est un sujet qui est enflammable, un sujet qui est compliqué. Et là aussi, moi, j'avais proposé de faire des choses de manière empirique, en faisant des expérimentations, en allant voir ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en Italie, et sortir de l'opposition dans laquelle on cherche à nous enfermer, entre d'un côté ceux qui seraient pro-police et de l'autre ceux qui seraient pro-jeunes. Et je crois que la logique constructive qui nous permettrait de sortir de ça, c'est pas du tout la polémique, c'est pas du tout les raccourcis, au contraire, c'est un travail de terrain. Voilà. Donc je le dis parce que je pense que dans la dimension subjective, c'est extrêmement important. Alors, par rapport aux interventions qui ont eu lieu, d'abord, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très important sur la question de la formation des ambitions, et qui demande un travail de terrain, qui demande aussi peut-être de rebooster tout le tissu de l'éducation populaire, qui a aussi cette fonction de faire découvrir, de former des ambitions, aussi des actions de l'État. Nous, par exemple, on avait proposé que l'État finance des séjours linguistiques, culturels et de découverte, notamment dans les établissements ZEP, puisque on voit bien, les gens disent « Ah bah oui, dans les quartiers populaires, les gens se replient sur eux-mêmes, tout ça. » Bon. Admettons que ce soit vrai. Si vraiment ça vous inquiète, très bien, mettez l'argent pour qu'ils ne se replient pas. Je suis sûr qu'ils seront très contents de se déplier. Donc si vraiment c'est ça l'inquiétude, mettons l'argent pour qu'ils se déplient. Et puis on verra. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi la question de comment on participe d'ouvrir les horizons, de former les ambitions, de faire en sorte qu'il y ait des stages de qualité. Alors tout stage peut être de qualité, mais qui en tout cas ouvre des opportunités. C'est pas la même chose de faire un stage dans un kebab que de faire un stage à la direction d'EDF, d'Engie, je sais pas comment on dit aujourd'hui, bref. Non pas que l'autre, qu'il y en ait un qui soit en soi plus intéressant que l'autre, mais on sait bien que ça crée des opportunités, des ambitions, des représentations, des projections qui ne sont pas les mêmes, et que là, il y a aussi un travail massif de l'éducation nationale, parce qu'on ne peut pas simplement dire aux jeunes, vous devez trouver vos stages. Et à la rigueur, ça va se reposer, être sur la bonne volonté, le dynamisme des enseignants, de trouver des stages de qualité pour leurs élèves. Il y a quand même aussi une obligation de l'institution, lorsqu'elle pose des obligations, de faire en sorte que la qualité, elle soit au rendez-vous. On ne demande pas aux élèves de trouver leur prof d'espagnol. En fait, on peut aussi se dire que, ok, la recherche, c'est important, ça fait partie aussi de l'apprentissage, de l'autonomisation, mais qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens pour que les élèves, quel que soit leur milieu social, ils puissent avoir accès à des stages de qualité dont on sait bien
que malheureusement, ils sont beaucoup préemptés par les personnes qui ont le plus de capital culturel et social par leur famille. Bon, voilà, c'est comme ça. Une fois qu'on le sait, c'est comment on le solutionne, comment on le règle. Sur la question, Sherazade, tu disais, les testings ne permettent pas de lutter contre les discriminations. Si, en fait, ça sert à lutter contre les discriminations parce que ça permet, c'était un peu un raccourci parce que c'était rapide, j'entends bien, mais ça permet quand même de poser aussi un sujet et de faire en sorte que le sujet il existe. Parce que je me souviens que lorsqu'on a commencé à faire des testings à SOS, on nous disait, mais de quoi vous nous parlez en fait? Évidemment, il y a bien des gens qui sont au Front National et qui doivent bien discriminer, mais en fait, la France, c'est l'égalité, et donc ça ne peut pas être un problème en tant que tel. La question des discriminations, on dit, mais en fait, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on constate que les gens vont être traités différemment, et ce n'est pas la peine d'être au Front National pour traiter quelqu'un différemment en raison de sa couleur de peau. Je veux dire, il y a plein de raisons pour traiter les gens différemment. Ça passe par plein de mécanismes, conscients ou inconscients d'ailleurs, par plein de légitimations, par plein de processus. Bon, c'est comme ça. On révèle une réalité. Est-ce qu'on peut travailler dessus? Et justement, le travail sur cette réalité, c'est aussi comment on le mène. Je pense qu'il faut le mener en faisant en sorte d'éviter certains écueils que l'on voit aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a une problématique de centralité sur ce sujet de la gauche politique, associative et culturelle et syndicale. Et on voit bien comment la gauche, elle peut aussi être tiraillée à un moment donné entre une offensive réactionnaire très puissante sur ces sujets, avec le fait que les Noirs et les Arabes doivent prouver toutes les 4 secondes qu'ils sont bien français, parce que quand même, on veut bien, mais attention quand même, parce que là, le Mohamed, il y a 4 ans, il a fait un truc sur son Twitter qui montre que potentiellement, c'est un taliban. Donc, bref, j'aimerais bien voir ce qu'écrivaient les gens, ou ce que disaient les gens au même âge, mais il n'y avait pas Twitter à l'époque, heureusement pour certaines personnes, au demeurant, qu'il n'y a pas de trace de ce qu'ils pensaient ou de ce qu'ils écrivaient quand ils étaient jeunes, ils étaient adolescents. Et de l'autre côté aussi, parfois des tendances que je qualifierais de gauchistes, où là on est dans une sorte de fuite en avant, où on va se battre sa coulpe, comment dire, en disant « Oh mon Dieu, moi qui suis blanc, je souffre de voir que machin, et que quand même… » Bon, ça, en fait, c'est gonflant. En fait, à un moment donné, il y a le fait que lorsque l'on veut une dynamique majoritaire, il faut parler à une majorité. Et je pense que la façon de parler à la majorité, c'est de dire également que quand on lutte pour l'égalité, on s'inscrit dans la promesse républicaine et que cette promesse est une belle promesse, mais qu'elle est une promesse inachevée. Et d'ailleurs, elle sera tout le temps inachevée d'une certaine façon. La lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas contre la République, même si la République a été sacrément machiste, j'allais dire, pendant des années. Je veux dire, quand même la République qui a inventé ce concept extraordinaire de suffrage universel masculin. Bon, c'est tout un concept quand même, il faut dire, assez inventif. Bon, c'est quand même dans le cadre de la République que la gauche s'est battue pour faire en sorte que la République, elle soit aussi porteuse, par exemple, de la question sociale. Ça n'a pas toujours été le cas. La République, elle a aussi tiré sur les ouvriers. C'est la gauche qui s'est battue pour faire en sorte que la République, elle soit sociale, pour que la République, elle soit aussi dans l'intégration pleinement des femmes dans le jeu politique, pour faire en sorte qu'il y ait aussi une République qui, aujourd'hui, doit être antiraciste. La République, elle n'est pas spontanément antiraciste, elle a même été coloniale. La Troisième République est une grande République coloniale, tout en soutenant les droits de l'homme et en étant la République qui, j'allais dire, stabilise les acquis de la Révolution française. Bon, on est aussi héritier de ces contradictions. C'est des promesses inachevées, c'est comme ça, c'est des combats. Il faut mettre des contenus, dans la forme républicaine. Et je pense que c'est un beau combat pour la gauche de dire à la société, en fait, cette promesse inachevée, c'est une belle promesse, cette promesse. Elle est inachevée et pour que la France elle soit plus belle, il faut continuer à s'inscrire dans ces dynamiques pour aller vers plus d'égalité parce que c'est ça, j'allais dire, une des identités fortes de la France, qui n'est pas une identité ossifiée et pétrifiée, mais qui est une identité qui permet à chacun de s'épanouir, de s'émanciper et de faire en sorte que la France, elle soit un peu plus la France, elle soit un peu mieux la France, en faisant en sorte que l'ensemble de ses enfants soient traités à égale dignité. Merci. Ça va être difficile de passer après toi, quand même. Non, mais je ne vais pas être très longue. Beaucoup de choses ont été dites. Peut-être, je terminerai par quelque chose de
positif sans être naïve ou angélique maintenant, comme on dit. Je pense quand même que globalement, la société, elle est prête, elle est plutôt ouverte. Ça peut être paradoxal, hein, ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement. Et la déconstruction des préjugés, elle peut se faire avec tout le monde. Et j'en veux pour preuve les quelques exemples, notamment que nous, on a pu avoir, j'imagine aussi sur vos territoires, la question des réfugiés et notamment des MNA, donc les mineurs non accompagnés, que les départements ont accompagnés dans le cadre de formation, etc., qui ont réussi et qui se sont retrouvés quand même, et là c'est une vraie difficulté, quand même avec des obligations de quitter le territoire, alors qu'ils avaient un parcours de formation, d'insertion. Ils avaient trouvé un employeur qui était prêt justement à les garder. Et ce sont les employeurs qui se sont mobilisés, les artisans, pour dire non, proposez-lui un titre de séjour, moi j'en suis content, je l'embauche, etc. Alors certains vont me dire oui, mais c'est parce qu'ils en ont besoin, mais peu importe. En tout cas, ça prouve aussi que ce n'est pas forcément la discrimination, j'allais dire, d'origine qui est un sujet pour l'entreprise. Donc c'est aussi mon optimisme. Sur la question d'ouvrir les horizons, déplier par rapport à un repli sur soi, je pense qu'on doit pouvoir créer le réseau des sans-réseaux, notamment sur la question des stages, qui est un vrai sujet, et notamment quand on fait un stage de 3e. Le problème, c'est pas de le faire au kebab. Si c'est un choix, il n'y a pas de sujet. Sauf que les gamins se retrouvent dans un kebab du quartier, parce que c'est le kebab du quartier qui est prêt à le prendre parce qu'il ne trouve pas de stage. Ou c'est l'administration ou la collectivité locale, la restauration scolaire, qui le prend parce que le gamin ne trouve pas de stage. Donc c'est aussi à nous d'organiser une plateforme du réseau des sans-réseaux. Donc si dans les familles, on n'a pas cette capacité à aller créer son réseau, parce que dans les milieux plus favorisés, oui, c'est le réseau qui joue, eh bien c'est aux politiques publiques de compenser cet aspect. Puis enfin, je terminerai là-dessus. On a aussi besoin peut-être d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Je crois que c'est bien de permettre aux uns et aux autres de se projeter dans des parcours. Et à nous aussi, collectivement, moi j'ai pu le faire quand j'étais députée, d'aller dans des écoles, d'aller dans des collèges, dans des maternelles, alors pas des maternelles, des écoles primaires, dans des lycées, pour raconter mon parcours, que les uns et les autres puissent se projeter. Alors toujours en expliquant, oui, ça peut être plus difficile, ça peut être 2 fois plus difficile, mais il ne faut pas lâcher, il faut y aller avec ses tripes, et quand on y va, on peut réussir. Et donc c'est bien d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller échanger, discuter, débattre avec tous nos jeunes. Voilà, et puis merci pour cette table ronde, Myriam. Donc merci à toutes et à tous. On essaiera justement de garder le lien, parce que j'ai bien vu dans la salle qu'il y avait d'autres témoignages, d'autres interventions, et je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, puisque de toute façon, on sait que les discriminations, ça impacte toute une vie, etc., et que tout le monde a pu un jour être confronté à ça, personnellement ou par rapport à un ami. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Merci.